Imaginez un peu l'histoire de tout un continent qui, pendant des siècles, a été racontée presque uniquement par des gens de l'extérieur. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment cette vision a été, mais alors complètement retournée, pour révéler une histoire de l'Afrique qui est enfin écrite par les Africains. Et tout part d'une question en fait toute simple mais essentielle. Qui écrit l'histoire? Pendant très très longtemps, le récit sur l'Afrique y venait surtout d'ailleurs. Mais attention, ça c'était sur le point de changer. Et pas qu'un peu. Voilà, c'est ça, le moment clé. À partir du XVe siècle, tout bascule. Et là, on ne parle pas d'un petit ajustement. Non, c'est carrément le début d'une nouvelle ère pour l'histoire du continent. Une histoire qui va enfin être racontée de l'intérieur. Alors voilà le programme. On va d'abord jeter un œil à cette révolution de l'histoire écrite. Ensuite, on parlera de l'arrivée massive de sources nouvelles. Puis, le gros morceau, l'Afrique qui écrit sa propre histoire. On verra aussi quelle est la matière brute de l'historien. Et pour finir, pourquoi tout ça? Eh bien, ça compte énormément. Allez, c'est parti. Première partie, donc cette fameuse révolution dans l'histoire écrite. Parce qu'après le XVe siècle, le truc, c'est pas juste d'avoir plus de documents. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la nature même des témoignages qui va changer du tout au tout. En fait, on assiste à un double mouvement, et c'est ça qui est fascinant. D'un côté, les sources qu'on avait l'habitude de voir, les sources arabes externes, eh bien elles commencent à se tarir. Et de l'autre, on a deux nouvelles vagues qui déferlent. D'abord, une avalanche de documents européens. Et surtout, l'émergence d'une tradition écrite purement africaine. Ok, alors parlons de ce premier grand courant. L'arrivée massive des sources européennes. Des commerçants, des missionnaires, des explorateurs, ils ont produit une quantité d'informations absolument dingue. Mais évidemment, leur regard était tout sauf neutre. Cette chronologie, elle le montre très bien. On voit la montée en puissance progressive des récits européens. Au XVIe siècle, c'est quasi que les Portugais. Puis les Hollandais, les Français, les Anglais s'y mettent. Et là, au XIXe, c'est l'explosion, avec l'exploration systématique de l'intérieur du continent. Et là, il faut être très clair sur le contexte. Comme le dit la source, beaucoup de ces auteurs européens, surtout au XIXe siècle, étaient, je cite, prisonniers de l'idée de la supériorité de la race blanche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leurs descriptions, même quand elles sont factuelles, elles sont passées à travers le filtre de leurs préjugés. Et ça, pour un historien, c'est un point absolument crucial. Alors, est-ce qu'on jette tout à la poubelle? Surtout pas. Malgré les biais, ces sources sont une mine d'or. Elles nous donnent un cadre chronologique, des détails incroyables sur l'économie, le commerce, les techniques. Elles décrivent des sociétés qui ont complètement disparu depuis. Le boulot de l'historien, c'est justement de savoir les utiliser, mais avec un esprit critique bien affûté. Et ça nous amène au cœur du sujet, au moment où les Africains eux-mêmes commencent à écrire et à documenter leur propre passé, et ce, à grande échelle. C'est un tournant radical. C'est ce qu'on appelle un phénomène aux conséquences capitales. C'est vraiment ça. Pour la première fois dans plein de régions, la caméra change d'épaule. On n'a plus seulement le regard de l'extérieur, on entend enfin la voix de l'intérieur, des Africains qui racontent leur monde. Alors attention, cette nouvelle tradition écrite, elle n'est pas apparue partout en même temps, comme ça, d'un coup. Elle a vraiment fleuri en deux grandes zones où l'islam et la culture de l'écrit étaient déjà là depuis longtemps. La ceinture soudanaise, avec des centres intellectuels incroyables comme Tombouctou, et puis tout le long de la côte Swahili, qui était un vrai carrefour de civilisation. Et regardez-moi cette diversité d'écriture. L'arabe, bien sûr, c'était un peu la langue savante, comme le latin en Europe. Mais ce qui est génial, c'est que les Africains ont adapté cet alphabet pour écrire leur propre langue. Le Kiswahili, le Haoussa, on appelle ça l'ajami. Et ils sont même allés plus loin en inventant de A à Z leurs propres écritures, comme le Vai ou le Bamoun. C'est fou! Et là, on ne parle pas de petites notes dans un coin, on parle de monuments de la littérature historique. Le Talikh al-Soudan, par exemple, c'est une chronique d'une richesse folle sur l'empire Songhai. La chronique de Kilwa, elle, retrace des siècles de pouvoir sur la côte Est. Ces textes sont la preuve d'une tradition intellectuelle extrêmement riche et bien ancrée. Mais l'histoire, ce ne sont pas seulement les grands récits. Maintenant, il faut qu'on parle de la matière première de l'historien, le truc le plus brut, les archives. Regardez bien ce chiffre, 80 000. Et attention, ce n'est pas le total pour tout le continent. Pas du tout. C'est le nombre de documents, juste en arabe, qu'on a retrouvé à Khartoum, pour une période de seulement 20 ans à la fin du 19e siècle. 20 ans! Ça donne le vertige, non? Imaginez un peu la masse d'informations, de sources africaines, qui sont encore là, quelque part, dans des archives, et qui n'attendent que d'être étudiées. La différence avec les chroniques, c'est que les archives, ce sont les traces du quotidien. L'administration, le commerce, la justice, la diplomatie, ce sont des lettres, des contrats, des registres. Et c'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Elles n'ont pas été écrites pour la postérité. Elles nous donnent un aperçu direct, sans filtre. Donc le travail de l'historien, ça ressemble vraiment à une enquête. D'abord, il faut trouver ces sources, qui sont souvent éparpillées partout. Ensuite, il faut les croiser, comparer ce que dit un marchand européen avec ce qu'écrit un chroniqueur local.
Puis il faut analyser chaque document, chercher les biais, et enfin on assemble toutes les pièces du puzzle pour construire un récit qui tient la route. Alors, au final, pourquoi est-ce que toute cette évolution des sources est si importante ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de se réapproprier une histoire qui a trop longtemps été racontée par d'autres. En fin de compte, une histoire de l'Afrique qui soit juste et complète ne peut pas reposer sur un seul type de document. C'est une synthèse, un équilibre. Il faut le regard extérieur des Européens, il faut les grandes chroniques africaines, et il faut la masse de preuves brutes qu'on trouve dans les archives. C'est l'addition des trois qui marche. Et c'est ça la conclusion la plus importante. L'histoire moderne de l'Afrique, c'est de s'éloigner de la vision unique, souvent coloniale, pour enfin embrasser une multitude de points de vue. Le but, c'est de donner la parole à ceux qu'on a observés pendant des siècles, mais qu'on a rarement écoutés. Et il ne faut jamais oublier que l'histoire, ce n'est pas quelque chose de figé, gravé dans le marbre. Chaque nouveau document qu'on découvre, chaque archive qu'on ouvre, ça vient affiner, corriger et parfois même complètement changer notre vision du passé. C'est un dialogue qui ne s'arrête jamais. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Il faut bien se rendre compte que les archives, partout dans le monde, sont pleines à craquer de documents qui n'ont jamais été lus. Alors la vraie question qui reste, c'est quelles sont les prochaines voix qu'on va entendre ? Quels récits oubliés vont encore venir tout bousculer et changer notre regard sur le passé de l'Afrique ?